Je voudrais te proposer une petite interlude pour que tu puisses faire reposer ta voix. J'ai deux feuillets à te lire, ils ont été écrits par une amie proche. Alors que je lui demandais de me dire en quelques mots ce que lui inspirait à notre époque. Il s'agit de sa réflexion, et tu vas voir que le meilleur des mondes, au sens de Huxley, croise un monde meilleur, qui est pétri de vitalité. Tu seras ensuite libre de rebondir, comme il te plaît, à partir de ce qu'elle exprime, ou d'autres choses. Tu vas voir, il y a un lien de toute façon avec le thème général qui nous intéresse. Voilà, je commence. En compagnie d'une amie de jeunesse que je retrouvais chaque année à l'occasion des grandes vacances, nous regardions impressionnés le scintillement des étoiles, brillant tel un fond de rivière sous le soleil du midi. Nous ressentions toutes deux la complexité de l'univers, ayant la certitude qu'il resterait à jamais inaccessible pour notre intelligence humaine. Cette sensation nous a doublé d'une sorte de vertige philosophique, pour ne pas dire spirituel. À cette occasion, cet ami me confia: quand je regarde toutes ces étoiles, je me sens toute petite, j'ai l'impression de n'être rien du tout. On n'est rien, pourtant on se croit important. Puis, vient pour moi le redouté: et toi, qu'en penses-tu? Comment répondre à cette question lorsqu'on n'a pas les mots pour le dire? Petit moment de solitude pour moi, mais qui fut aussi une invitation à glisser dans les profondeurs de mon être avant d'en remonter, puis de répondre enfin à cette question. Au contraire de toi, dis-je, les étoiles et l'infiniment grand me donnent plutôt le sentiment d'être vivante, d'être tout court, d'exister. J'ai la certitude que tout ce qui vit est important. Nous aimions la plupart du temps les mêmes films, les mêmes vêtements, les mêmes chanteurs, les mêmes magazines, parfois les mêmes garçons, mais cette fois, nous n'envisagions pas à l'identique notre présence dans l'univers. À cet instant, et du simple fait de l'avoir formulé, je pris conscience que je possédais un point de vue sur la question, si on me faisait l'honneur de me le demander. Ce point de vue n'était aucunement intellectuel. Il s'agissait plutôt d'un ressenti immédiat, d'une captation instantanée de la puissance du vivant, peut-être d'une claire connaissance des intentions têtues de la vie. Derrière mes mots, il y avait une conviction sauvage, païenne, inculte, entière, sans référence, sans parabole ni symbole. C'était plutôt une espérance en moi, comparable à la foi, mais sans lien aucun avec les livres des églises d'Orient et d'Occident. Il s'agissait d'une foi émancipée de tous les textes sacrés de la planète, une foi sans rite ni confrérie, une foi sans morale, une foi dans les capacités de l'être humain à dépasser l'adversité sous toutes ses formes. L'être humain m'a paru à cet instant précis comme une incarnation de chair et de vie, mourant puis renaissant de ses cendres au péril de son existence. De ce jour, j'acquis la certitude que l'humain, n'ayant pas verrouillé les portes de ses sensations et de son intuition, est en mesure de réagir, et que lorsque la vie est compromise et menacée, il réplique en activant des programmes dictés par son vouloir vivre. Lorsqu'on s'en prend à la vie, que l'on tente de juguler et de contrôler le vitalisme inconditionnel qui nous constitue, un mécanisme de défense se met en place. Ce mécanisme nous rappelle le processus de défense cellulaire qu'on appelle la phagocytose. Le corps et l'esprit humain se défendent des agresseurs funestes en vue de les expulser, parce que rien n'arrête la vie et la conscience. Dans le meilleur des cas, l'immunité fonctionne et l'agent pathogène funeste est écarté. Alors, la maladie physique prend la voie de la guérison
Et si la maladie est sociale, l'écartement opère de la même façon, ou presque. Si l'expulsion échoue et l'immunité est défaillante, alors la fragilisation devient arrêtée. Si vous êtes alors une situation de crise, voire de mort dans le plus extrême des cas, en cas d'échec de l'expulsion de l'agent pathogène, la solution est remise entre les mains des générations futures, lesquelles reproduiront le processus de phagocytose à partir d'agents pathogènes comparables physiquement ou symboliquement. Au sortir de la dite crise sanitaire et de son cortège florissant de restrictions et d'impositions, la complaisance et le taux d'acceptation de l'inacceptable a été testé à l'échelle planétaire. Si les obligations furent nombreuses, les résistances le furent également et permirent de faire sortir le vouloir vivre du bois. Par vouloir vivre, je veux dire celui que Schopenhauer désignait comme la force en soi, la force initiale et inconditionnelle, reliée à la plus intime essence du monde et que nous ne pouvons saisir que par l'intuition immédiate, jamais par le mental. Cette tension de vie n'est pas seulement une caractéristique de l'univers entier, elle existe au très fond de chacun d'entre nous, sous la forme d'une puissance innée et intense. Chacune de nos cellules est dépositaire de ce vouloir vivre obstiné. Celui-ci est notre meilleur allié, car il fait de chacun d'entre nous des êtres plus forts qu'on ne l'imagine. Nos pauvres carcasses et nos esprits laborieux ne sont rien à côté. Les adversités, petites ou grandes, pétillent et stimulent cette force en nous. Elles nous font comprendre que l'être humain n'est jamais aussi vivant et inerte que lorsqu'il se trouve entre lumière et ombre. Car, oui, il a besoin des deux pour comprendre le monde, avancer sur son chemin et envisager qui il est au fond. Cette ombre, j'ai en moi-même et pour moi-même pris l'habitude de la nommer le funeste, terme que je préfère à celui du diable ou du malin, trop chargé à mon sens de connotation et qui ne me conviennent pas. J'aime ce mot funeste, qui désigne les diverses facettes des forces obscures, y compris la part sombre de nous-mêmes. Vouloir vivre et funeste sont des jumeaux se reflétant l'un l'autre, amoureux l'un de l'autre, contrairement à ce que l'on croit. Ils opèrent ensemble, en nous et à l'extérieur de nous. Ce sont des flammes jumelles en miroir, s'attirant et se repoussant à la fois, en vertu de ce lien éternel qui les relie. Lorsque nous ne parvenons pas à intégrer ces contraires, ni à les aligner en un point d'équilibre, nous souffrons d'une façon ou d'une autre. Le vouloir vivre attire vers lui un monde meilleur, créatif, libre, pacifié, intuitif, spontané et fondé sur l'espérance. L'une des figures, non la seule, représentant le mieux cette part lumineuse, est pour moi l'enfant intérieur. Quant au funeste, sa zone de confort se situe dans le meilleur des mondes au sens d'un douce accès, où le contrôle, l'intellect, la stabilité, l'intérêt physique ou psychique, le secret et la réplication sont des principes existentiels. Entre monde meilleur et meilleur des mondes, entre élan de vie et immobilité mortifère, nos vies balancent. Ce balancement clair-obscur malmène nos objectifs et nos émotions, mettant souvent nos vies en danger. Pourtant, suivre ce clair-obscur permet d'atteindre un point d'équilibre, source de plénitude. À ce sujet, le grand Jung disait dans sa psychologie de l'inconscient, mettre l'homme en face de son ombre, cela veut dire aussi lui montrer sa lumière. Il sait que l'ombre et la lumière font le monde. S'il voit en même temps son ombre et sa lumière, il se voit des deux côtés
et ainsi il accède à son milieu. Voilà. Intéressant. J'aime bien cette image du clair-obscur compris comme deux jumeaux antagonistes, hein. C'est un petit peu ce que j'ai compris. L'un étant le vouloir vivre, inconditionnel, et l'autre, le funeste, c'est-à-dire celui qui amène l'ombre et l'adversité sur la vie, et qui du coup, évidemment, l'oblige à se renforcer. Alors, écoute, si tu es d'accord, Max, je crois qu'on pourrait poursuivre nos entretiens sur la base de ces deux concepts, c'est-à-dire le vouloir vivre et le funeste.